Bonjour à tous, voilà donc je poursuis la vidéo aujourd'hui avec donc la suite des explications par rapport à mes symptômes que je vis au quotidien. Et alors je vous fais un petit mot aussi sur l'encéphalomyélite myalgique afin d'en savoir un peu plus. Voilà. Ce que j'ai aussi là c'est quotidien, donc j'ai ce symptôme au minimum une fois par jour. Ce sont des acouphènes. Donc j'ai développé, enfin donc voilà, j'ai des acouphènes, que ce soit oreille droite, oreille gauche, les deux oreilles en même temps, voilà. Donc une acouphène, c'est comme un sifflement strident au niveau de l'oreille et c'est douloureux et enfin, c'est sensible au fait, très sensible. Ça dure quelques secondes et puis ça passe. Mais ça, parfois, j'en ai plusieurs fois par jour, ou parfois je n'en ai qu'une, mais ça, tous les jours, je développe des acouphènes. Donc ça, c'est aussi d'un aspect neurologique. Ce que j'ai aussi développé ici, seulement depuis quelques semaines, quelques mois, ce sont des hypersensibilités au niveau du bruit. Donc ici, lorsque je suis en présence de beaucoup de bruit, comme par exemple quand on est en ville, ou par exemple, voilà, j'ai une petite fille de 4 ans, donc quand elle se met à jouer, à crier, à hurler dans la maison et tout ça, ce sont vraiment des hypersensibilités qui me provoquent des maux de tête. Donc c'est vraiment très sensible au niveau des oreilles. Donc ici, par exemple, je dois regarder, je dois me rendre chez Amplifon éventuellement, enfin dans un magasin comme ça, pour essayer d'aller me chercher des bouchons d'oreilles adaptés. Parce que voilà, je pensais à un moment donné mettre un casque. Le problème du casque, c'est que ce n'est pas très discret. Donc voilà. Comme ici en plus on a des festivités qui se préparent dans la famille, voilà, il faudrait que je puisse m'équiper pour justement pouvoir supporter les bruits, la musique, etc. Donc de manière plus discrète quand même. Donc voilà, donc au niveau donc symptômes, j'essaye de regarder, oui, il y a aussi tous les symptômes au niveau euh, gastro-intestinaux. Donc, comme j'expliquais, j'ai développé du reflux gastro-œsophagien aussi, qui a provoqué donc mon asthme. Et donc, voilà, ce reflux gastro-œsophagien, je le traite comme je peux, de manière naturelle, ou si le naturel ne fonctionne pas, je passe aux médicaments. Au niveau des troubles gastro-intestinaux, on y retrouve aussi des constipations. Donc moi, j'ai déjà toujours eu les intestins un peu fainéants. Mais alors ici, depuis que je suis plus malade, enfin depuis que je suis malade depuis janvier, je développe des constipations beaucoup plus importantes avec de fortes douleurs au niveau des intestins. Et parfois ce sont des diarrhées. Donc voilà, c'est vraiment l'un ou l'autre. Et alors donc les douleurs au niveau de l'estomac. Donc au niveau pulmonaire, j'ai les essoufflements. Et alors ce que je fais aussi de temps en temps, c'est de la tachycardie. Je ne sais pas si c'est tachycardie ou tachycardie. Mais voilà, donc ça m'arrive aussi d'avoir des tachycardies, je vais dire comme ça. Donc essentiellement quand je passe de la position assise à debout, avec les vertiges qui accompagnent aussi. Donc voilà, tout ça, c'est un petit lot de symptômes que j'ai quasi quotidiennement, qui font maintenant partie de ma vie. Et alors j'ai le symptôme vraiment essentiel, enfin les deux symptômes, je vais dire vraiment essentiels, qui sont propres à l'encéphalomyélite myalgique, c'est-à-dire que j'ai donc cet épuisement quotidien. Donc c'est un épuisement qui va au-delà d'une fatigue. Donc c'est un épuisement qui est là dès le début de la journée. Alors que je passe une nuit de 7 heures, que je passe une nuit de 8 heures ou que je passe une nuit de 10 heures, je me lève toujours dans le même état. C'est-à-dire que je me lève toujours avec la batterie vraiment déchargée. Donc au fait, pour expliquer un peu plus simplement, pour faire comprendre un peu plus simplement aussi aux personnes qui ne le vivent pas,
qui ne l'ont jamais vécu. Donc on prend cette histoire de batterie de téléphone en fait. Donc on imagine que une personne saine, une personne normalement constituée, qui n'a pas spécialement de maladie, elle va dormir le soir, elle est fatiguée de sa journée. Clairement, elle a travaillé, elle a fait des activités, elle est fatiguée, elle a peut-être fait du sport, donc voilà, elle est fatiguée, elle va dormir, elle est fatiguée. Quand elle se lève le lendemain matin, ses batteries sont rechargées à 100%. Donc elle se lève, elle est prête à déchirer pour sa nouvelle journée. Donc elle est prête à mettre le paquet, on y va, on entame une nouvelle journée, on est go. On est dynamique. Donc ça, moi j'étais comme ça avant. Clairement, j'étais comme ça avant. C'est à la limite si j'avais besoin d'un réveil pour me réveiller. C'était instinctif. Je me réveillais tous les jours à 6h, 6h30. Et c'était parti. Pour la plupart du temps d'ailleurs, pendant quelques années, j'ai commencé mes journées à 5h30, voire 6h, par un jogging. Donc c'était pour dire un petit peu comment je vivais mes journées avant. Je me levais du lit, je ne déjeunais pas tout de suite, je m'habillais et je partais pour 5 kilomètres. Et je faisais mes 5 kilomètres de jogging, je rentrais, je me douchais et je déjeunais. Et je démarrais ma journée du feu de Dieu. Donc voilà, pour certaines personnes de mon entourage qui me connaissent très bien, certains me qualifiaient de personne hyperactive. Parce que j'étais tout le temps, tout le temps déchaînée, tout le temps à me lever et à déchirer toute ma journée directement. Et voilà. Maintenant, clairement, voilà, malade, enfin atteinte de cette maladie, quand je me couche le soir, je suis épuisée, mais quand je me lève le matin, je me réveille avec une batterie qui ne va jamais au-delà de 40%. Donc, quand je me lève avec ma batterie chargée à 40%, évidemment, je vous dis 40%, ce n'est pas que j'ai une batterie qui permet de vérifier que j'ai réellement 40%, c'est mon ressenti comparé à comment j'étais avant. J'ai eu la chance d'avoir cette vie d'avant, je vais dire, où j'avais une énergie de dingue et où je pouvais dire que je me levais réellement avec une batterie à 100%. Donc maintenant, je sais jauger un petit peu le type d'énergie que j'ai. Mais donc quand je me lève avec ma batterie à 40%, c'est que je suis plus ou moins bien. Voilà, plus ou moins bien. Quand je ne compte pas donc mes symptômes. Voilà, mais il m'arrive, et il m'arrive très souvent depuis le mois de janvier, de me lever avec une batterie chargée à 10 ou 20%. Et là, c'est vraiment très difficile de sortir du lit. Je mets un temps incommensurable à me réveiller, donc je dois mettre mon réveil et je le mets plus d'1 heure avant de me lever. Parce que je sais que je vais mettre du temps, qu'il va falloir que je m'éveille. Alors déjà, il faut savoir aussi qu'avec le syndrome de Sjögren, il y a une sécheresse oculaire qui s'est installée. Donc tous les jours, je dois me réveiller aussi avec du collyre dans les yeux, parce que je ne parviens pas à ouvrir mes paupières correctement, parce que c'est douloureux au niveau de la cornée. C'est très douloureux, et donc voilà. Donc je prends le temps de mettre mes gouttes. Je me réveille, je pratique des étirements sur conseil de ma kiné, parce que j'ai énormément de raideur matinale. Donc quand je me lève le matin, j'ai l'impression d'être une femme de 80 ans. Donc je me réveille avec des douleurs énormes au niveau des lombaires et des raideurs et des douleurs au niveau des plantes des pieds et des chevilles. Donc quand je me lève le matin, je fais des étirements dans mon lit avant de pouvoir sortir du lit, parce que si je ne fais pas ça, je ne sais pas étendre mon corps totalement. Donc je me lève et alors je suis pliée en deux. Donc je suis voilà, pliée, je suis pliée comme ça pour, euh, pour sortir du lit, et je mets entre 5 et 10 minutes pour pouvoir me redresser correctement. Donc si je ne fais pas mes étirements, si je fais mes étirements, alors j'ai plus facile à sortir du lit. Donc voilà, le temps de procéder à tout ça, voilà, je dois mettre mon réveil plus tôt. Alors, je me lève quand même de manière régulière parce que je continue à conduire ma fille à l'école. Donc, elle est à 2-3 minutes en voiture
de la maison à l'école. Donc voilà, je la conduis encore tous les matins et c'est moi qui vais la rechercher, étant donné que je ne travaille plus pour l'instant. Ça me permet de garder une sorte de rythme et de ne pas me laisser submerger par ce, par ce manque de rythme justement, et de ne pas mettre de réveil et de me lever un peu quand je veux. Non, donc ça me permet de me conditionner. Donc voilà, donc ça j'y tiens. Donc voilà, quand je dis donc j'ai perdu plus de 50% de mon autonomie, c'est-à-dire que je parviens à continuer à faire certaines tâches du quotidien pour lesquelles je me suis forcée au début de les continuer, parce que c'était essentiel pour moi de ne pas me déconditionner. Je ne voulais absolument pas me déconditionner, parce que si on se déconditionne, si on reste alité à longueur de journée, je sais que ça ne peut qu'aggraver la chose. Maintenant, il faut savoir que dans l'encéphalomyélite myalgique, l'autre symptôme que je vous disais, donc il y a l'épuisement que je ressens, qui est quotidien et qui est perpétuel depuis le mois de janvier, qui est handicapant et invalidant, cet épuisement. Il y a un autre symptôme qui permet justement le diagnostic de l'encéphalomyélite myalgique. C'est ce qu'on appelle l'intolérance à l'effort. Donc ce sont des malaises post-effort, comme on dit, mais encore une fois, c'est un petit peu mal interprété. Parce qu'au fait, ce n'est pas réellement un malaise où on tombe dans les pommes, ce n'est pas ça. Ce sont des intolérances. Donc c'est-à-dire que quand on fait un effort, dans l'encéphalomyélite myalgique, qui peut être un effort banal, donc en fonction du degré de sévérité de la maladie, les états sévères, même prendre une douche, c'est compliqué. Alors ils font des intolérances et donc ils ont leurs symptômes qui sont décuplés, en fait. Voilà, moi dans ma situation, dans mon cas, je ne suis pas en cas sévère. Moi je me situe au fait dans un état modéré, comme on appelle ça. Donc il y a l'état léger, modéré, sévère et très sévère. Donc moi je suis en état modéré. Donc ce qui fait que je parviens encore à faire certaines choses. Mais, et c'est là le mais, c'est là que c'est un peu plus compliqué, c'est que je parviens encore à faire certaines choses, mais je dois les faire de manière stratégique. C'est-à-dire que je dois fractionner mes tâches, je dois fractionner mes activités, et je dois surtout m'imposer des moments de repos. C'est essentiel. Donc c'est essentiel de s'imposer des moments de repos entre les activités et de pouvoir donc jauger un petit peu son calendrier, j'ai envie de dire, enfin la manière dont on va gérer ses journées. C'est ce qu'on appelle le passing. Donc au fait, dans l'encéphalomyélite myalgique, dans cette maladie, certains médecins ne sont pas encore, je vais dire, bien au courant de ce type de maladie. Donc, au fait, c'est une maladie qui est reconnue par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Elle est reconnue depuis 1960, mais elle a porté plusieurs noms, en fait. Donc, notamment le syndrome de fatigue chronique, mais elle a porté d'autres noms que je ne saurais malheureusement pas vous citer. Il faudrait pouvoir éventuellement aller se renseigner un petit peu sur Internet, et pour ça, le site de l'association d'encéphalomyélite myalgique est parfaitement adapté. Donc ça s'appelle Millions Missing France, ou alors vous avez Millions Missing Belgique.be. Enfin .be pour la Belgique et .fr pour la France. Donc voilà, ces associations-là reprennent parfaitement le descriptif de cette maladie. Et donc voilà, donc il est essentiel donc d'appliquer le passing et non pas la réadaptation à l'effort, comme pas mal de médecins le disent. Donc au fait, il y a des médecins qui parlent de réadaptation à l'effort, mais voilà, dans certains cas, encore une fois, c'est aussi un peu au cas par cas, une personne n'est pas l'autre, comme je l'ai dit, mais dans ce type de maladie, il faut être très prudent à la réadaptation à l'effort.
Voilà, moi, le médecin interne qui m'a diagnostiqué cette maladie au mois de mai 2022, donc c'est un médecin interniste d'une clinique ici dans le Namurois, donc qui m'a diagnostiqué, et lui, il m'a conseillé de faire de la réadaptation à l'effort, mais, et c'est là que c'est important, en ne dépassant pas, donc en restant en aérobie, comme on appelle, donc dans le jargon sportif, l'aérobie, ça veut dire ne pas dépasser son seuil, je vais dire, d'aérobie au niveau cardio. Donc ici, ben, moi dans mon cas, je ne peux pas dépasser les 160 pulses. Voilà, c'est toujours en fonction de la morphologie aussi, de l'âge, etc. qu'on calcule donc son seuil d'aérobie et son seuil anaérobie. Voilà, donc si on dépasse, que l'on passe en seuil anaérobie, alors on a un risque accru de développer donc ce fameux malaise post-effort, cette intolérance à l'effort. Et le problème de l'encéphalomyélite myalgique, c'est que plus on va développer des intolérances à l'effort, plus on va aggraver le niveau de la maladie. Donc plus on a un risque de passer en état sévère ou très sévère. À savoir que les états très sévères, ce sont des personnes qui sont alitées H24, qui parfois sont nourries par sonde parce qu'elles n'ont même plus la force de se nourrir, l'énergie de se nourrir, et qui vivent essentiellement dans le noir, sans bruit, sans rien. Voilà, donc ça, c'est malheureusement euh, la gravité de la maladie, jusqu'où ça peut aller. Donc voilà. Donc moi ici, autant vous dire que depuis janvier, je prends soin de moi, j'écoute mon corps, je fais attention à moi. Et depuis que j'ai reçu ce diagnostic au mois de mai par cet interniste, je suis à la lettre les recommandations et du médecin, mais aussi de l'association. Il y a des personnes qui font partie de l'association qui sont elles-mêmes malades depuis des années et qui sont bien placées donc pour savoir comment il faut gérer son niveau d'énergie, au fait, tout simplement. Voilà. C'est une maladie assez particulière pour laquelle on peut très bien en guérir. Donc c'est une maladie qui peut disparaître au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 10 ans. Elle peut disparaître comme elle est venue, mais elle peut rester aussi malheureusement toute sa vie. Donc c'est au cas par cas, on ne sait pas comment ça va se développer, si on va en guérir ou pas. Donc c'est une maladie qui, dont les recherches sont encore en cours. Donc il y a il y a des recherches au fait pour pouvoir apporter un diagnostic précis via des biomarqueurs justement, enfin notamment, mais aussi via des appareils médicaux. Donc ils cherchent à déterminer, à pouvoir diagnostiquer ce fameux malaise post-effort par l'intermédiaire d'une machine, comme on fait par exemple chez le cardiologue. Voilà. Et alors, il y a des recherches aussi pour essayer, donc, pour espérer, au fait, avoir un traitement. Donc voilà. Euh, voilà, je rassemble un petit peu mes idées et je poursuis la vidéo, parce que j'ai des choses encore à vous dire.